Envoyer une impression. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. A priori, on est là à l'antenne, entre guillemets, avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je sais que parmi ceux qui sont avec nous, et n'hésitez pas à réagir dans le chat, certains ont participé déjà à 2 webinaires aujourd'hui avec l'IH2EF. J'ai vu des messages passer disant qu'ils étaient heureux de finir la journée avec un webinaire ManagerEduc. Content de vous retrouver. Moi, c'est Benoît. Je suis maintenant responsable des relations avec l'institution au sein de Synlab depuis le 1er septembre. J'étais avant un pur produit éducation nationale et j'étais notamment inspecteur en charge d'une circonscription dans l'Académie de Lille ces 7 dernières années. Je suis ce soir pour ce webinaire en compagnie de Cyril et Pierre, à qui je donnerai la parole dans 1 ou 2 minutes pour qu'ils puissent se présenter, et ça lancera nos échanges. Avant ça, il faut quand même que je présente un petit peu le sujet et qui nous sommes. Alors, ManagerEduc. Faut-il présenter ManagerEduc? Je pense qu'on a ici dans la salle uniquement des collègues qui nous connaissent. Je vais peut-être présenter plutôt l'autre partie de Synlab, la plateforme Être Prof. Guillaume a mis en message d'accueil le lien vers Être Prof notamment. Être Prof, c'est la plateforme qui, comme son nom l'indique, s'adresse aux enseignants, l'équivalent de ManagerEduc pour un travail animé, porté par des collègues enseignants pour concevoir des ressources faites par des enseignants ou pour des enseignants. Ils ont aussi leur webinaire qu'ils appellent le live du mercredi après-midi notamment. Et puis, en arrière-plan de ce webinaire, on a un programme qui s'appelle Enjeu raccrochage, dont je vous dirai quelques mots durant le webinaire ou en conclusion peut-être, mais on pourrait le résumer ainsi, un programme destiné à aider les enseignants et les équipes dans les établissements à agir d'une manière préventive au service du décrochage, c'est-à-dire bien avant que les élèves soient en situation de décrochage avéré et en complément de tout ce qui existe dans l'institution pour traiter ce décrochage. Alors voilà pour la présentation rapide. Je vous rappelle pour les collègues qui découvrent un peu la plateforme là sur laquelle on se trouve, que vous avez un chat à votre disposition sur la droite de l'écran. N'hésitez pas à y poser toutes les questions que vous souhaitez. Moi, mon rôle, ce sera d'essayer de relayer vos questions, de les poser à nos 2 invités du jour, de manière à ce qu'on puisse répondre à vos interrogations. Et voilà, je jouerai ce rôle-là, donc vraiment, n'hésitez pas. On a aussi Guénolé, que vous ne voyez pas, mais qui est avec nous, qui nous poste là des messages en ce moment, des liens, des ressources, etc. Merci Guénolé. Et puis donc, je vous donne la parole, Pierre, Cyril, pour vous présenter. Peut-être Pierre d'abord, ensuite Cyril ensuite. Oui, volontiers. Donc, je suis enseignant en Suisse. Je travaille en Suisse, donc je connais moins bien le système français. Mais pour parler de la question de la motivation, je pense qu'on partage pas mal de préoccupations. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans en classe régulière comme enseignant. J'ai repris une formation à 30 ans. Je me suis formé en enseignement spécialisé. Et puis actuellement, je travaille à la Haute École pédagogique du Valais, donc qui s'occupe de la formation des enseignants. Et je suis dans la filière enseignement spécialisé. Donc, à 70%, je suis dans cette école, dans la formation des enseignants. Et puis, à 30%, 3 demi-journées par semaine, je travaille avec des élèves en difficulté d'apprentissage. Donc, évidemment aussi, en difficulté de motivation. Et Cyril? Cyril Ostataire, je suis proviseur d'un lycée général dans les Yvelines. Avant, j'ai travaillé dans des lycées polyvalents ou professionnels, collège, en tant que chef d'établissement aussi. Et encore avant, dans une autre vie, j'étais prof de maths dans une banlieue qualifiée de compliquée. Et voilà. Les maths. La bosse des maths. Alors, pour introduire le propos de manière un peu générale, on vit actuellement, là, au mois de janvier, une nouvelle vague. Alors, je ne sais plus si on en est à la 5e, 6e, 7e, j'ai un peu perdu le compte, mais en tout cas, force est de constater que cette nouvelle vague éloigne probablement encore nos élèves les plus fragiles de l'école, ceux qui étaient déjà éloignés de nos codes et de nos habitudes. Comment, sur vos territoires, Pierre en Suisse, Cyril chez nous, est-ce que vous constatez ça à nouveau? Comment vous évaluez, vous observez l'impact de cette crise sanitaire depuis 2 ans sur nos élèves les plus fragiles et sur ce phénomène qu'on appelle décrochage?
Sans cette crise, de toute façon, on aurait pu se voir ce soir pour parler d'accrochage, de réaccrochage, de motivation, d'ambition pédagogique originale, sans aucun souci. Il est vrai que la période Covid est assez particulière. Il nous rajoute une autre difficulté, une difficulté qui explose dans nos établissements, qu'on qualifie quelquefois de phobie scolaire qui est émergente, mais en tout cas de jeunes qui ont du mal à se retrouver dans un enseignement tout fait pour 35 élèves au lycée, en frontal, et qui finalement, pour certains d'entre eux, étaient plutôt bien à la maison, en distanciel, en autonomie, à rythmer leur temps. Et donc ces élèves-là, on les récupère et on gère des crises d'angoisse, des phobies, et on a des demandes d'aménagement particuliers qui explosent complètement en ce moment, qui se rajoutent aux difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure. Pierre, en Suisse, est-ce que vous avez également observé les effets de la crise sanitaire sur la motivation et l'accrochage? Oui, alors c'est sûr, hein, c'est clairement, ça dépend beaucoup de l'âge des élèves. Mais avec les plus jeunes élèves, l'année passée, on a perdu certains élèves pendant 2 mois. On n'a plus réussi à contacter certains élèves pendant 2 mois. Je pense que la crise sanitaire a augmenté les écarts entre les élèves qui réussissent, qui sont autonomes, qui sont responsables, qui sont capables de s'organiser, et puis les autres. Donc on le savait déjà, hein, l'influence du milieu socioculturel, l'importance du groupe classe, l'importance de la relation. Et ces enfants-là, on les a clairement perdus. Ce qui me frappe beaucoup avec mes élèves en difficulté, c'est que là, on a eu le retour, hein, des vacances de Noël. Chaque fois, je leur pose la question, mais comment ça s'est passé tes vacances? Est-ce que tu es contente de reprendre l'école? Et 9 fois sur 10, l'élève me dit, je suis contente de reprendre l'école. Ça veut dire que c'est quand même des enfants qui viennent chercher à l'école. Alors, on espère un peu de savoir, mais je pense aussi beaucoup à un cadre sécurisant, des relations qui leur permettent de se construire. Je travaille, moi, je pense un petit peu comme Cyril le disait tout à l'heure, dans une école assez défavorisée, avec des situations familiales assez complexes. Et en fait, je pense que l'école, c'est vraiment une aide pour ces enfants-là. À 6 heures par jour, ils sont dans un cadre sécurisant, ils ont des règles, ils ont un adulte face à eux qui est en principe équilibré et qui leur permettent de se construire. Je crois vraiment que certains enseignants sont tuteurs de résilience pour certains élèves. Et que c'est clair qu'au moment de la crise, ces élèves-là, souvent, on les a perdus. Je suis en train de regarder un petit peu, on a des problèmes de connexion visiblement. J'espère que vous arrivez quand même à suivre les échanges. Moi, de mon côté, j'entends parfaitement Pierre et Cyril. Cyril, je ne sais pas si... Et Pierre, vous avez des problèmes de son et de connexion? Non, c'est okay. bon. C'est OK. Bon. Alors, on va poursuivre quand même dans ces conditions-là, puis on croise les doigts pour que vous puissiez néanmoins participer. N'hésitez pas à poser vos questions. On a abordé donc le décrochage et l'accrochage en orientant spécifiquement sur le sujet de l'accrochage, c'est-à-dire comment on va aider nos élèves, hein, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, qu'ils soient à l'école primaire ou au lycée. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la motivation? Qu'est-ce qu'on en sait? Y a-t-il des composantes et des leviers? Alors, de manière un peu théorique peut-être, quelles sont les composantes de la motivation? Et en face de ces composantes, est-ce que vous avez, chacun dans vos fonctions et vos rôles, identifié les leviers sur lesquels on peut agir en tant que chef d'établissement ou en tant qu'enseignant sur la motivation? D'abord peut-être sur les composantes. Je commence. Oui. Vas-y, Pierre. Oui, je pense que ça, avant peut-être d'entrer dans les composantes, je pense que quand on parle de motivation scolaire, c'est bien de distinguer le groupe classe en tant qu'entité, avec un rôle fondamental de l'enseignant qui doit créer un dispositif pédagogique favorisant la motivation de l'élève, des élèves qui seraient en décrochage scolaire et pour qui il faut une approche spécialisée. Je pense que c'est bien de distinguer les deux choses parce que souvent, je vois des enseignants qui sont perdus par rapport à la situation d'un élève et qui souhaiteraient avoir des pistes concrètes pour gérer cette situation singulière. Or, je pense que les situations singulières demandent une approche singulière. Et souvent, la question de la motivation, elle reste trop globale. C'est-à-dire qu'on va dire, cet enfant, il n'est pas motivé, cet élève est en décrochage scolaire. Mais tant qu'on n'a pas fait une analyse pointue de ses ressources à lui, de ses difficultés à lui, on aura beaucoup de peine à engager des pistes
pertinente. Et puis, alors, la classe, c'est autre chose. Hein. La classe, c'est comment, du côté de l'enseignant, dans sa manière d'enseigner, il peut mettre en place un dispositif pédagogique qui favorise la motivation. Donc, je trouve que c'est bien de distinguer ces deux cas de figure parce que je pense qu'on ne doit pas les aborder de la même manière. Maintenant, sur les composantes, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à travailler sur la motivation scolaire, c'est que c'est quelque chose d'éminemment complexe. Qu'est-ce qui fait que l'élève, j'aime bien une définition assez simple de la motivation, qui est de dire, mais la motivation, c'est quand l'élève, il se met en mouvement. Alors, il se met en mouvement vers quoi, comment, pour qui, pourquoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des motivations très, très différentes. Il y a certains élèves qui sont de très bons élèves, hein, mais qui réussissent par des motivations exclusivement extrinsèques. C'est-à-dire, c'est les élèves qui courent après les bonnes notes. Puis, vous avez des élèves qui investissent certains apprentissages et pas d'autres. Donc, il y aurait une motivation plus intrinsèque en lien avec la discipline elle-même. Vous avez des élèves aussi, et c'est peut-être ceux dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui viennent à l'école parce qu'ils retrouvent un climat sécurisant. On répond à leurs besoins fondamentaux dans le cadre de la classe. Et puis, il y a d'autres qui seront motivés si ils sont tout à fait clairs sur les enjeux d'apprentissage. C'est-à-dire que les enseignants qui ont un enseignement explicite, qui expliquent le pourquoi, le quoi, le comment des apprentissages, les stratégies à mobiliser, pour eux, ce sera ça, la motivation. Donc, c'est très difficile à répondre à cette question-là parce qu'en fait, quand vous êtes dans une classe et que vous voyez vos élèves travailler, vous savez jamais vraiment quelles sont leurs motivations propres. Qu'est-ce qui fait que cet élève-là se met au travail? C'est peut-être la crainte de ne pas pouvoir sortir à 11h30, mais ça peut être une réelle motivation pour la discipline qui est enseignée, ça peut être un rapport positif à l'enseignant. Hein, j'aimais peut-être pas les maths, mais quand j'ai eu les maths avec Cyril, j'ai trouvé ça génial parce que l'enseignant était génial. Enfin, vous voyez que c'est une question éminemment complexe et je pense que c'est bien de l'aborder à l'aide de composantes, parce que dès qu'on aborde à l'aide de composantes, on voit plus facilement des pistes que si on reste sur une définition un peu éthérée, générale de la motivation, en disant mais cette classe, elle est motivée ou pas, cet élève, il est motivé ou pas. Cyril, sur cette question-là, en tant que chef d'établissement ou en tant qu'ancien prof de maths, comment tu perçois les choses? Moi, j'ai le même distinguo que ce que Pierre fait. La classe et l'individuel. Et on est dans deux problématiques complètement différentes. La classe, là, je parle plus d'accrochage. Et effectivement, notre rôle de chef d'établissement, c'est de permettre aux enseignants de tout oser, de se lancer dans ce qu'ils veulent, de les accompagner, de rendre plus dynamique, plus motivant leur enseignement. Ça, c'est notre job. Et leur permettre aussi, on en reparlera certainement après, de faire le tri de ce qu'on leur demande. On parlera aussi de temps à passer forcément à un moment ou à un autre. Et à côté de ça, on a le réaccrochage de l'élève individuel qui est, lui, en grande difficulté, qui est au milieu de 28, 30, 35 quelquefois au lycée, et qui, lui, sort. Alors, le nouveau phobique, je l'appelle comme ça, mais ceux qui étaient en difficulté par ailleurs, on pourra parler d'orientation aussi. Et ça, c'est un travail plus individuel, où là, le chef d'établissement doit lui-même s'autoriser un certain nombre de choses, sans hésiter, voire à sortir l'élève de la classe, et où pour l'enseignant, il est plus compliqué de mettre en place quelque chose de global pour un élève. Et là, on a vraiment deux types de choses très différentes à gérer. Dans les composantes, Pierre, t'évoquais, enfin, à un moment donné, tu as parlé des besoins fondamentaux. Alors, moi, quand j'aborde la motivation en général, j'ai eu cette théorie de l'autodétermination avec les besoins fondamentaux. Ça évoque chez moi le besoin d'autonomie, le besoin de compétences et celui d'appartenance. Est-ce que c'est à ça que tu pensais également et est-ce que tu peux nous en parler éventuellement? Oui, alors c'est très intéressant que tu soulèves cet aspect-là. Ce qui me frappe beaucoup à l'école, c'est que, en tout cas c'est le cas en Suisse, plus on monte dans la scolarité, dans les degrés de la scolarité, et moins les élèves sont autonomes. Je fais souvent des supervisions en classe. Quand je vais en classe maternelle, souvent je vois des classes qui fonctionnent comme des ruches, c'est-à-dire que les enfants ont beaucoup d'autonomie, ils décident quelle activité ils font, ils se dirigent vers le coin mathématique avec un copain, ils vont choisir un jeu, ils s'asseyent dans un coin de la classe. Ils ont beaucoup d'autonomie, d'autodétermination. Et puis plus je monte dans les degrés, et moins je vois ça. Et dans les grandes classes, je vois souvent des bancs alignés en 3 rangées,
avec un enseignement très, très frontal et avec finalement très, très peu d'autonomie qui est laissée à l'élève. Or, là, je pense qu'on a un puissant levier de motivation par l'autodétermination. Quelle initiative je laisse à l'élève, hein? Pendant 6 heures de classe, quelle initiative je laisse à mes élèves? Ils ont le choix de quoi? Alors, ils pourraient avoir le choix des modalités de travail déjà. C'est déjà un micro-choix, hein? Vous devez travailler sur cet exercice de maths. Vous pouvez faire le choix de travailler seul, en groupe ou avec l'enseignant. C'est déjà un choix. Dès que vous engagez un choix, vous permettez à l'élève de s'investir dans les apprentissages. Parce que c'est pas par hasard si l'élève va décider de travailler seul plutôt qu'en groupe. Ça veut dire que c'est pour lui une modalité préférentielle d'apprentissage. Donc, dès que vous permettez l'autodétermination, que vous permettez le choix, vous allez rejoindre quelque part la motivation intrinsèque de l'élève. Puisqu'il a le choix, il va évidemment choisir une modalité de travail qui lui convient. Et je pense que là, parmi les composantes, hein, c'est une des composantes les plus intéressantes qu'on a en tant qu'enseignant, c'est de donner le choix. Et là, je fais peut-être juste un pont avec ce que disait Cyril tout à l'heure, hein. Le directeur, le proviseur, la direction d'école doit permettre à l'enseignant d'oser, de tout oser. Et finalement, on retrouve ça un petit peu du côté de l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant aussi, il doit être capable de s'autodéterminer, il doit être capable de faire des choix audacieux, il doit être capable de modifier ses pratiques pédagogiques. Mais pour ça, c'est important qu'il se sente en sécurité, c'est-à-dire qu'il sente le soutien, hein, de la direction d'école. Donc, je pense que la motivation des enseignants et la motivation des élèves, elle relève un peu des mêmes ressorts. Et ce qu'on dit là, de la relation de l'enseignant à l'élève, on pourrait le dire, hein, de la direction à l'enseignant. Tu parles, le mot oser, pour moi, il est très, très important. Et j'étais en train de noter des choses, et puis en fait, tu disais ce que j'étais en train de noter. J'ai une question à poser à Cyril, c'est-à-dire que si, par exemple, on veut jouer cette variable de l'autonomie, ça veut dire que les enseignants doivent oser donner de l'autonomie à leurs élèves. Mais pour oser faire une telle chose, il faut un sentiment d'efficacité personnelle ou une confiance en soi, en ses propres compétences d'enseignant, qui soit très fort. Or, en France, on constate que par rapport à d'autres systèmes éducatifs français, nos enseignants ont un sentiment d'efficacité beaucoup plus bas que leurs voisins européens, par exemple. Comment, Cyril, en tant que chef d'établissement, tu peux avoir un impact sur ce sentiment d'efficacité des enseignants et leur permettre, comme le disait Pierre, de oser faire des choix qui donnent de l'autonomie et des initiatives, des possibilités d'initiative aux élèves? Déjà les rassurer, les soutenir, leur dire que l'inspecteur qui va venir, vous appuierez la démarche de l'enseignant, c'est à nous de gérer, quand c'est possible, au maximum, le lieu d'enseignement. C'est très compliqué de gérer de l'autonomie quand on est dans une salle de 50 mètres carrés avec 35 élèves. Faire bouger les tables, c'est pas possible. Donc, essayez de trouver d'autres solutions pour les enseignants qui veulent le faire. Leur laisser la corde, trouver, c'est symbolique quelquefois, une queue budgétaire pour permettre d'acheter un matériel, un logiciel, quelque chose, une affiche, quelque chose qui peut permettre de progresser. Essayer de garder une petite réserve d'heures pour peut-être motiver aussi par ce côté-là. Et c'est normal, tout le travail mérite salaire. Et de faire aussi le tri. Je reviens là-dessus. En ce moment, en termes de motivation, on a beaucoup de choses descendantes, et notamment sur le Covid, mais ça va beaucoup plus large que ça, de passer au tout numérique, de s'investir. Et mon rôle de chef d'établissement, c'est de dire aux enseignants, vous n'êtes pas là pour passer 5 heures à prévoir 1 heure de séquence. C'est pas ça l'objectif. C'est d'arriver... j'ai vu des enseignants basculer sur des évaluations par compétences et passer des heures à mettre des plus, des petits bonhommes ou des lettres ou autre chose, ou essayer de trouver des solutions, de la couleur. Non, il faut qu'on les rassure à ce niveau-là, qu'on les accompagne, qu'on leur trouve le temps nécessaire et qu'on les aide à s'affranchir. Pierre parlait d'autonomie, je suis complètement d'accord. On a un gros creux au collège. Et au lycée, on retrouve un peu d'autonomie chez les élèves. Pas toujours autant qu'en primaire, ça c'est vrai, mais plus qu'au collège. Et nos enseignants de collège, souvent, n'ont pas cette autonomie, n'osent pas. Et il faut oser. Un exemple peut-être, alors c'est en terminale, c'est particulier. On a un auditorium de 70 places au lycée. Par exemple, nos élèves qui basculent en université sont quelquefois un peu
un peu désarçonnés par les grands amphis. Alors, on fait ce qu'on peut, mais on met 2 classes en même temps. Donc, ils ont cours à 70. Et les heures d'enseignement qu'on dégage nous permettent de faire des TD à 18. Alors, c'est sûr que si on enseigne pareil à 18 qu'à 36, ça ne changera rien. Mais les enseignants essayent justement d'avoir un enseignement style TD face à 18, beaucoup plus d'autonomie, en plus on a de la place dans la salle, et à 70, ils sont plus en cours magistral, en CM, comme à l'université. On essaye de mettre en place ce genre de choses, donc on a fait le bâti scolaire en fonction, on a créé cet auditorium pour que ce soit possible. On ne va pas faire tous les cours comme ça. Pour l'instant, il y a 1 ou 2 matières qui commencent à s'investir, mais essayez de trouver ces solutions. Ça va dans le mobilier, ça va dans mettre à l'écart un enseignant qui, par une pratique pédagogique différente, va générer beaucoup plus de bruit dans sa classe. Et voilà, ce genre de choses, il faut qu'on les accompagne, qu'on les rassure et qu'on leur dise que c'est possible. Oui, c'est ça. Moi, il me semble que le rôle de la direction, c'est vraiment ça. C'est donner un cadre permettant d'expérimenter, d'essayer des pratiques nouvelles. Souvent, j'ai l'impression que l'enseignant, il s'auto-limite dans des dispositifs pédagogiques qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Or, avec un peu d'expérience, on sait qu'on prend relativement peu de risques à expérimenter de nouveaux dispositifs pédagogiques. Mais pour ça, il faut effectivement qu'on se sente en sécurité. Tu parlais de sentiment d'efficacité personnelle. Moi, je pense que c'est vraiment ça aussi du côté de l'enseignant. Et puis, pour revenir à la question de la motivation, je pense que la question de la motivation est un peu singulière quand même, parce que tous les enseignants parlent de motivation, mais dès qu'ils engagent la réflexion sur la motivation, c'est comme si, finalement, ils ne pouvaient rien faire. C'est-à-dire que comme si l'élève devait être motivé a priori, la classe devait être motivée a priori pour qu'on puisse travailler avec les élèves. Et là, on est en lien avec le sentiment d'efficacité personnelle. Il faut que les enseignants soient formés aux approches favorisant la motivation des élèves. Et c'est ce qui va permettre de sortir d'une définition un peu éthérée de la motivation comme étant nébuleuse, sur laquelle on a l'impression qu'on n'a pas de prise, et retourner vers la classe, vers la relation pédagogique, vers les questions didactiques. C'est là que se joue la motivation. La motivation, elle ne se joue pas dans le préau. La motivation, elle se joue dans une relation entre un enseignant, des élèves et un savoir. Et comment je peux tricoter avec cette relation-là pour favoriser la motivation de l'élève. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'approche socio-cognitive, à clarifier ce qu'était la motivation. Là, j'ai appris que la motivation, en fait, était contextuelle, c'est-à-dire qu'elle se construit ici et maintenant avec des élèves. Donc, la question qu'on devrait se poser en tant qu'enseignant, c'est demain matin à 8 heures, je fais quoi pour favoriser, susciter la motivation de mes élèves? Vous voyez, autrement, le concept, il est trop éthéré. Alors peut-être je vais commencer mon cours de maths en lançant un défi, peut-être je vais modifier un peu l'organisation de mon groupe, peut-être je vais faire travailler les élèves en groupe alors que j'ai peu l'habitude de faire ça. Et la nouveauté, la motivation par les moyens va engager les élèves de manière un petit peu différente. Donc la question de la motivation, je crois vraiment qu'il faut la traiter dans l'ici et le maintenant. Et c'est là qu'on va restaurer le sentiment d'efficacité personnelle de l'enseignant, parce qu'il a les outils pour favoriser la motivation de ses élèves. Et moi, je ne suis pas pour la mise en place de méga projets dans les écoles en disant, enfin, un spectacle de fin d'année. Alors, c'est intéressant aussi en termes de motivation, mais je pense qu'elle doit se jouer beaucoup plus dans la relation pédagogique qui s'instaure au quotidien dans la classe. Tu veux rebondir, Cyril, ou pas? Non, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit, mais il faut se marrer. Je prends un exemple qui m'est propre. J'étais enseignant dans un collège au Mureau dans le 78. Pour ceux qui connaissent, c'est une population qui est pas forcément facile, mais donner du sens. Et à l'époque, il n'y avait pas comme quelques cheveux blancs, il n'y avait pas d'informatique. Donc à la limite, on nous enquiquinait pas avec le numérique et c'était pas un soutien quand on avait envie d'en faire. Mais le théorème de Thalès, revenir faire un exposé sur qui était Thalès, s'amuser à faire la pyramide. J'avais des élèves qui faisaient la pyramide, il y en a qui étaient debout sur le bureau avec un spot qu'on allait piquer dans la salle de spectacle pour faire l'ombre, on mesurait le bédouin, et c'est juste des choses qui peuvent être rigolo. Faire cours dehors, moi j'ai des profs de philo par exemple, qui font cours dehors et qui font des péripapéticiens, donc ils marchent, donc les élèves suivent. Je pense qu'on peut faire ça assez facilement. Et pour répondre à une des questions du chat par rapport à la différence avec le premier degré, je crois que la polyvalence des enseignants du premier degré fait beaucoup.
La formation des professeurs du second degré, collège et lycée, est comme ultra-disciplinaire, commence à s'ouvrir un petit peu vers d'autres champs, mais c'est timide. Et la solution, elle est évidemment dans la formation, pas uniquement disciplinaire, mais sur des façons de faire adhérer les élèves, de l'animation presque quelquefois. Ça peut fonctionner. Donc je rejoins complètement ce qui a été dit. Ouais, je peux rebondir sur ce qu'a dit Cyril. Vas-y. Ça me paraît vraiment intéressant ce que tu as dit par rapport aux mathématiques. Souvent, on a l'impression que motiver les élèves ou leur donner du sens, c'est orienter les élèves vers une utilisation future des savoirs, des connaissances, des compétences qu'ils développent dans le cadre de la classe. Et moi, j'aime beaucoup l'approche aussi, alors c'est valable, c'est bien sûr que c'est valable, ce que je dis là, mais j'aime beaucoup aussi l'approche qui revient sur l'histoire et sur le passé. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, on a un système de numération, par exemple, qui est de ce type-là? Numération, valeur positionnelle, et de remonter dans l'histoire et de refaire un petit peu la construction du système de numération à travers l'histoire, en général, ça passionne les élèves. Parce qu'en fait, ce qu'on leur enseigne aujourd'hui dans nos classes, c'est le fruit de toute de décennies, de siècles de réflexion et de meilleure compréhension de l'environnement dans lequel on vit. Et ça, c'est existentiel. Et ça, je trouve que là, on touche quelque chose qui est au-delà des objectifs qu'on va retrouver dans le plan d'études. On est vraiment, mais comment le savoir s'est développé à travers l'histoire et comment le savoir actuellement répond à des questions existentielles. C'est-à-dire que si on maîtrise les mathématiques, on maîtrise quelque chose de l'environnement dans lequel on vit. Oui, ce que tu évoques, ça me fait penser à la chose suivante, c'est-à-dire qu'on donne du sens et on aide les élèves à comprendre ce dont on parle et ce qu'on essaie de leur enseigner. Et j'avais écrit quelque part dans le mémoire d'un DU que j'avais passé grâce à Synlab, d'ailleurs il y a quelques années. Je ne sais plus d'où j'avais tiré ça, mais j'avais écrit entre guillemets comprendre, est-ce l'hormone du plaisir de l'apprenant? Moi, je fais l'hypothèse que oui. Je pense que le plaisir d'apprendre vient, entre autres, de ce que génère la compréhension de quelque chose. Et donc, ça me fait penser à ça quand tu parles d'histoire ou la pyramide tout à l'heure. Oui, on donne du sens et on aide à comprendre d'où ça vient et ce qu'on peut en faire et le côté magique de l'Eureka. Enfin, Eureka, j'ai compris. Cool. Il se passe quelque chose. Alors après, je vais reprendre mon ancienne casquette du premier degré. Je suis pas certain que les enseignants du premier degré osent davantage. Moi, je le nuancerais en tant qu'inspecteur et avant ça formateur. J'ai souvent été confronté à des enseignants qui me disaient mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit d'essayer d'enseigner comme ça? Est-ce que j'ai le droit de faire Donc, bon, j'ai pas d'éléments et puis j'ai jamais été en situation de travailler directement avec des enseignants du second degré. Je suis pas certain que les enseignants du premier degré osent plus. Alors, il y a la forme scolaire qui est différente. Là, je rejoins Cyril. C'est-à-dire que la formation, la polyvalence et ce côté polyvalent dans la formation nous déconnecte du disciplinaire plus facilement. Et ça donne des pistes plus variées, ne serait-ce que dans la forme. On parlait tout à l'heure de la géographie de la classe et de la position des tables. C'est sûr qu'il y a une facilité plus grande dans le premier degré à jouer là-dessus parce que on n'est pas enfermé dès la formation initiale dans le disciplinaire. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en France aussi, mais chez nous, les formations des enseignants des cycles 1 et 2, c'est une formation pédagogique. C'est-à-dire que l'accent est mis sur la didactique, sur la pédagogie, sur la relation, etc. Au niveau du secondaire, chez nous, les enseignants du secondaire ont une formation académique. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'université avec une maîtrise en mathématiques, pour reprendre cet exemple-là, en biologie, en chimie. Et ils sont parfois surpris de voir que leur formation n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'une fois que la maîtrise disciplinaire, elle est OK, on leur demande encore de faire une formation pédagogique. Et souvent, ils ne comprennent pas. Et ça m'interpelle beaucoup. Ça veut dire que comme si, quand on maîtrisait le savoir, on maîtrisait les outils pédagogiques pour le transmettre. Donc, je ne sais pas si c'est le cas aussi en France, mais chez nous, on a beaucoup de difficultés d'abord à convaincre les enseignants du secondaire qu'il faut se former encore après une maîtrise disciplinaire. Et puis d'autre part, après, on a beaucoup de peine à les faire sortir d'un modèle de type universitaire où on déverse son savoir, pédagogie frontale, voire dorsale, et puis on engage les élèves à suivre tant bien que mal la démonstration qui est faite au tableau par l'enseignant.
Finalement, depuis tout à l'heure, que ce soit Cyril ou toi, Pierre, vous revenez tous les deux assez facilement sur l'aspect formation en disant que la prévention du décrochage, hein, puisqu'on est parti de là, que le levier, c'était finalement la formation. Alors, ça me permet de dire deux mots peut-être sur le programme d'enjeux raccrochage, on en a parlé tout à l'heure. Vous le présentez, il est à disposition de tous, hein, gratuitement sur la plateforme Être Prof. Donc c'est un parcours de formation qui a été digitalisé, qui comporte plusieurs chapitres. Et le premier chapitre, c'est un chapitre destiné alors à la fois à prendre connaissance rapidement de ce que la recherche a pu produire sur le processus général du décrochage. Ça part de là. Et puis parce que le conseil scientifique chez SynLab a travaillé pour mettre à disposition des enseignants des observables qui aident les enseignants à finalement percevoir, détecter, commencer à identifier des signes de désengagement. Des engagements qui seraient les signes avant-coureurs d'un possible décrochage un jour. Alors, le désengagement sous des formes différentes, hein, un désengagement émotionnel, un désengagement cognitif, il y a évidemment le manque de persévérance, enfin, il y en a sept familles d'observables. Et ensuite, adossé à ces 7 familles d'observables, les enseignants avec lesquels on travaille, et puis le conseil scientifique a identifié et listé différentes stratégies pédagogiques. Et on revient sur la formation pédagogique. Alors, je vais vous les lister parce que peut-être vous aurez envie de réagir l'un et l'autre avec vos casquettes différentes. On oriente les enseignants sur les stratégies suivantes. Responsabiliser les élèves. Première stratégie. La seconde, développer les compétences métacognitives, favoriser l'entrée de tous dans les activités, différencier l'enseignement, enseigner de manière explicite, favoriser la coopération entre les élèves, et puis la dernière, faire évoluer les croyances des élèves sur leur propre intelligence, qui est probablement la famille stratégie pédagogique la moins connue en France en tout cas, pas très... c'est pas dans notre culture d'origine. Et puis d'autres chapitres qui aident les enseignants ensuite à faire des choix, les tester. Et on revient sur le verbe oser qu'on a prononcé tout à l'heure, un programme de formation qui incite, comme l'ensemble des propositions sur Être Prof, au passage à l'action. Alors, est-ce que sur ces stratégies pédagogiques, Pierre, tu as envie de réagir? Et puis j'ai une question pour Cyril aussi. En tant que chef d'établissement, sur la partie formation, comment on peut agir dans un établissement pour mettre en place des modules de formation et inciter les enseignants à réfléchir individuellement et collectivement sur ces questions-là? Alors de nouveau, il me semble qu'il faut distinguer l'élève qui est en décrochage scolaire, pour qui il faut vraiment engager, je crois, une analyse globale de sa problématique. Qu'est-ce qui fait qu'il est en décrochage scolaire et toutes les composantes de la motivation que tu as listées, elles pourraient être impliquées plus ou moins dans le décrochage scolaire. Donc là, on est dans une approche un peu plus spécialisée. Après, j'ai beaucoup aimé ta liste de composantes parce qu'elle rejoint en fait les 3 approches théoriques principales qui ont traité de la motivation scolaire. Historiquement, on pourrait dire qu'il y a la première approche qui s'est intéressée à ça, c'est l'approche comportementaliste, hein, qui essaye d'identifier ce qui fait qu'on se comporte ou pas, en fonction des renforcements, en fonction des antécédents, en fonction des conséquences, etc. Et dans cette approche-là, on va retrouver, par exemple, hein, dans ce que tu disais, la différenciation. Comment je peux adapter mon enseignement aux besoins des élèves? Donc, comment je peux évaluer de manière formative et ensuite engager les élèves dans des activités signifiantes qui sont dans la zone proximale de développement de chacun des élèves. La deuxième approche, c'est les humanistes qui se sont dit mais non, mais ça va pas, on peut pas conditionner les élèves à adopter un comportement, même si ce comportement, il les engage dans les apprentissages. Éthiquement, c'est quand même très discutable. Et là, tu as amené d'autres composantes qui sont autour de la coopération, de l'entraide, de la responsabilisation. Et c'est bien ce que les humanistes vont mettre en évidence, hein. L'élève comme sujet apprenant. Alors que dans l'approche comportementaliste, on avait plutôt un enseignant, hein, qui pilotait un élève qui suivait tant bien que mal le dispositif. Là, on a un renversement complet de perspective. On a un élève qui est considéré comme sujet et puis un enseignant qui est là pour l'accompagner. Et tout ce que tu disais là autour justement de l'entraide, du groupe classe, de la relation pédagogique, ça entre là-dedans.
Et puis les dernières composantes que tu as listées, elles relèvent de l'approche cognitiviste de la motivation, à savoir ce que l'élève a dans sa tête au moment où il veut s'engager dans les apprentissages. Est-ce qu'il est au clair avec ses compétences? Est-ce qu'il est au clair avec les objectifs? Est-ce qu'il est au clair avec les stratégies? Est-ce qu'il connaît la tâche, les enjeux de la tâche, mais aussi est-ce qu'il se connaît lui en tant qu'apprenant qui s'engage dans cette tâche, donc toute la dimension métacognitive. Donc on pourrait reprendre ta liste et puis la classer dans des approches théoriques. Et ça me paraît intéressant de le faire parce que ces approches théoriques, en fait, elles relèvent aussi d'une vision philosophique, on pourrait dire, une vision de la finalité, des finalités de l'éducation. Mais moi, je pense qu'il faut faire flèche de tout bois, c'est-à-dire que toutes les composantes que tu as proposées là, elles sont pertinentes. À l'enseignant de voir dans quel contexte elles sont utiles. Moi, je ne suis pas nécessairement contre les approches comportementalistes qui peuvent être tout à fait pertinentes à un certain moment donné par rapport à certains besoins des élèves. Et puis d'autres fois, on va aller vers des approches plus humanistes et puis d'autres fois vers des approches plus cognitives. Cyril? Je vais répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Oui. Une remarque, parce que Pierre en a parlé, l'évaluation en termes de motivation, c'est quand même un truc j'ai regretté de ne plus être prof quand j'ai mis ma première enfant à la maternelle. Et l'institutrice de maternelle les faisait systématiquement s'auto-évaluer. Quand je savais bien dessiner le A, j'allais prendre mon cahier, moi, élève, et je mettais mon petit tampon. Ma fille, elle avait une grenouille, donc elle mettait un tampon grenouille, ça voulait dire qu'elle savait faire. Pareil pour le découpage. J'aurais beaucoup aimé tester l'auto-évaluation par les élèves, parce que ça peut marcher. Comme quelque chose qui marche très bien, c'est de dire aux élèves exactement ce sur quoi ils vont être interrogés. C'est comme incroyable qu'énormément de profs ne veuillent pas faire ça. C'est pas juste, c'est pas bien, ça. Alors que on l'a vu avec des élèves en difficulté, quand on leur dit ce sur quoi ils vont être interrogés, les élèves qui n'auraient pas travaillé parce qu'ils étaient dépassés par ce qu'on allait leur demander, se mettent à bosser parce qu'ils ont une petite chance de s'en sortir. C'était ma parenthèse. Et par rapport à la formation, on a un problème. On a la création des OAFC là en ce moment en France, les écoles académiques de formation continue, elles se mettent en place dans mon académie. Alors peut-être que ça va permettre de changer les choses et d'éviter cette strate qu'on a de propositions de formation sur des plans académiques de formation qu'on valide ou en juin ou en septembre, et puis on rajoute des trucs au courant de l'année, les inspecteurs en rajoutent, au bout du compte, on est obligé de refuser. Je crois de plus en plus à la formation locale d'un groupe de professeurs. Il est utopique d'emmener toute la salle des profs dans la même direction, c'est même contre-productif, on le sait tous, mais trouver quelques enseignants qui négocient leur propre formation, ça a du sens. Et de plus en plus, c'est vers ça qu'on tend, et ça fonctionne très bien. Donc, arriver à trouver un levier, ça peut être sur le numérique, justement, avec un axe très précis, ça peut être sur une stratégie d'évaluation, par compétence, enfin, il y a plein de choses possibles, ça peut pour l'animation de la classe éventuellement, et travailler ensemble avec un formateur et trouver une solution, ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Alors après, il faut qu'on ait les moyens de formation derrière, mais sur les formations à initiative locale, ce qui s'appelle FIL chez nous, il y a encore des moyens. Et chaque fois qu'on a réussi à mettre en place quelque chose comme ça, ça fonctionne. Oui, là, si je reprends aussi mon ancienne casquette, un petit peu de formateur et d'inspecteur, je crois beaucoup au fait que les formations, enfin, j'ai beaucoup commis l'erreur, moi, de proposer des temps de formation aux enseignants qui étaient hors sol, c'est-à-dire sans partir des élèves, de ce qu'on en savait et d'élèves réels. J'ai compris ça peut-être un petit peu tardivement dans ma carrière d'inspecteur, mais les dernières années, j'avais renversé la machine et j'essayais de faire l'effort pour moi-même et pour les formateurs qui travaillent avec moi, de dire il faut que nos temps de formation permettent aux enseignants de partir des besoins de leurs élèves, les vrais, ceux qu'ils avaient tous les jours face à eux, et qu'on adosse les temps de formation à l'analyse des besoins des gamins. Et c'est un peu ce que tu dis, Cyril, c'est pour ça que je rebondis, c'est-à-dire que les formations partent des problèmes des enseignants. J'ai dans ma classe un élève qui, par exemple, est en train de se désengager et avant qu'il ne décroche, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Donc, analyser, regarder l'élève, réfléchir avec un formateur ou avec des supports, des ressources, etc. Et puis, en équipe, parce que je crois beaucoup, moi, au travail, à la formation collective
plus qu'individuel, en équipe, réfléchir à trouver des solutions, même si c'est pour une mise en œuvre dans une seule classe, voilà, mais que le collectif réfléchisse à partir d'une étude de cas, hein, finalement, mais du besoin réel des élèves et pas hors sol. Alors j'ai vu sur le mot collectif que Cyril et Pierre, vous aviez réagi. Je vais jusqu'au bout de ma pensée, à titre individuel, mais également au nom de l'association SYNLAB. Je veux dire que moi, je crois beaucoup au fait que l'établissement soit le premier lieu de développement professionnel. Un petit peu comme les artisans le font, un boulanger, je prends souvent l'exemple du boulanger. Lorsque des boulangers veulent se former, ils se rassemblent entre boulangers dans un atelier, dans un labo de boulangerie, ils partagent leurs trucs et leurs astuces et ils réfléchissent ensemble. Et je pense que l'établissement scolaire peut jouer ce rôle-là et donner les conditions pour que, entre pairs, qu'on soit chef d'établissement, inspecteur, enseignant, CPE ou autre, on puisse se développer professionnellement dans le lieu dans lequel on travaille au quotidien. Je suis entièrement d'accord avec toi, entièrement convaincu qu'il faut que le modèle parte vraiment des besoins des enseignants. Mais c'est là qu'on revient sur la question de la formation. Il me semble qu'il faut après avoir des formateurs, il faut avoir de la théorie. Je sais que les enseignants ne sont pas toujours très friands d'approches théoriques, mais je crois quand même que la théorie, elle peut vraiment nous aider à modifier nos pratiques. Après, j'aimerais juste rebondir aussi sur ce que disait Cyril tout à l'heure par rapport au levier et l'évaluation. Je pense que pour les directions d'école, un excellent levier de réflexion autour de la motivation, c'est l'évaluation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de l'évaluation et l'évaluation est un bon révélateur de la vision pédagogique qu'a l'enseignant. Et par exemple, en Suisse, il y a certains cantons suisses, vous savez qu'en Suisse, on a des systèmes scolaires qui sont cantonaux, c'est-à-dire chaque canton gère son système scolaire. Dans le canton de Vaud, ça fait quelques années, on avait décidé, le monde politique avait décidé de supprimer les notes. Il y a eu une levée de bouclier, alors des parents, mais aussi de très nombreux enseignants qui disaient « Mais alors, si on supprime les notes, comment on va motiver nos élèves ?» Vous voyez, c'est pour bien montrer que l'évaluation sommative, certificative, formative, formatrice, c'est pas qu'une question de technique d'évaluation. Hein. Ces manières d'évaluer sont révélatrices de la manière dont l'enseignant envisage son travail. Et quand il y a eu des réactions en disant on enlève les notes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, l'enseignant garde le pouvoir sur ses élèves parce qu'il met des notes. Donc on est dans quelle relation pédagogique quand le pouvoir est maintenu de manière artificielle autour d'une possible sanction autour de la note. Donc, je trouve pour les directeurs d'école, de lancer la question aux enseignants de la manière dont ils évaluent leurs élèves, c'est une très bonne entrée dans la question de la motivation. Cyril, une perche t'est tendue? Ah ouais, elle est belle. Je suis arrivé dans cet établissement et la première chose que j'ai fait, c'est supprimer les moyennes générales en classe de seconde. On avait des gamins qui passaient leur temps à les comparer. Conseil pédagogique, et une enseignante, croyant bien faire, me dit « Mais monsieur le proviseur, si on supprime les moyennes, comment on va attribuer les félicitations ?» Alors je lui dis « Super, on vire les félicitations. » Alors depuis, on n'a plus de moyennes, on n'a plus de félicitations, et on parle de l'élève un peu plus en conseil de classe, ça marche très bien. Non, ça, je suis assez d'accord. Il faudra qu'avant qu'on finisse, qu'on reparle de l'autre côté dont on a parlé tout à l'heure, à savoir l'élève individuel, celui qui tout seul décroche comme un grand et pas de la classe, parce que on a aussi quelques leviers là, je pense. Tu y vas? Parce que j'essaie d'être gardien du temps, il est 18h44. Ouais. Il nous reste, on a promis 1 heure, donc il nous reste un quart d'heure en fait pour aborder les sujets que vous souhaitez encore aborder. Juste un mot là-dessus, et là c'est plus au chef d'établissement d'essayer d'oser tout seul. En termes d'orientation, on parlait de notes, oui, c'est un levier pour faire peur à l'élève et lui dire qu'il n'aura pas la bonne orientation. Malheureusement, fin de troisième, fin de terminale, on est un peu coincé. On peut le faire autrement. Mais oser aussi sortir des élèves de classe de première générale, on a pu le faire, et les envoyer en entreprise régulièrement, ça fonctionne très bien. Je suis un fervent partisan du lycée polyvalent. On en a parlé en préparant cette intervention ensemble. Je pense que c'est le meilleur moyen déjà d'équité sociale, de mixité sociale, c'est le lycée polyvalent. Et c'est surtout une chose extraordinaire de pouvoir mettre l'élève individuel ce coup-ci, qui ne trouve pas de sens dans ce qu'il fait, qui n'y arrive pas.
ou qu'il arrive trop bien, parce que ça nous arrivait aussi souvent, et de le changer de case, de passer de CAP en bac pro, de bac pro en bac techno, de bac techno en classe générale, et dans l'autre sens, évidemment. Et là c'est un levier énorme avec l'entreprise en plus. Et les enseignants sont prêts à s'investir individuellement alors qu'ils sont démunis quand au milieu de 24, même de 12 élèves de CAP, de 24 élèves de bac pro industriel, ou évidemment autour de 35 dans une première générale, cet élève qui n'accroche pas, qui part, etc., et arriver à jouer là-dessus, ça fonctionne très bien. Et quand on a la chance d'avoir un lycée polyvalent, moi je n'en ai plus, j'ai un lycée uniquement général, et quand l'élève va pas bien, tout ce que j'ai à lui proposer, c'est de partir. C'est quand même terrifiant. Alors que j'aurais les formations in situ, là je pourrais le garder et m'en occuper jusqu'au bout. Et on utilise beaucoup le levier de l'entreprise pour arriver à réaccrocher certains élèves. On a réussi des trucs assez rigolos. On en a raté quelques-unes, évidemment, mais ça peut fonctionner aussi. On a prendre des risques. Avant de poursuivre, on a une collègue qui nous pose une question très très précise. Comment vous gérez, alors à mon avis, elle est plutôt adressée à Cyril, comment vous gérez les jeunes qui reviennent dans l'établissement après une période de stage alors qu'ils ont manqué des cours? Je le renvoie en stage. Je m'en sors bien, non? Non, à partir du moment où le gamin, je l'envoie en stage, c'est que j'estimais en quatrième, un peu moins, parce que là, j'étais un peu juste, mais en troisième en tout cas, en seconde et en première, que de toute façon, sa présence en cours n'était en rien profitable. Et on négociait avec lui, au retour de stage, une petite période où il devait se tenir à carreau et il avait des devoirs. Les profs lui donnaient généralement une feuille parce qu'ils étaient assez contents que l'élève soit parti pendant 15 jours. Donc finalement, ils étaient prêts à jouer ce jeu-là. On faisait toujours un rapport de stage après chaque stage en entreprise. Donc là, il y avait un écrit avec le prof de français qui avait créé une trame. On avait fait la trame pour qu'il puisse… le prof de maths intervenait parce qu'il y avait un histogramme à faire. Donc on donnait une espèce de travail à la maison, mais on ne le faisait qu'avec des élèves où on estimait que de toute façon, rester en cours ne servait à rien. Il perdait son temps, il faisait perdre celui des autres et qu'on avait autre chose à lui apporter. Donc voilà. Moi, je pense en complément que, en fait, il faut faire le deuil. Complètement. On parle bien d'un élève qui, à minima, est pas intéressé par ce qui se passe en classe et est peut-être déjà en train de décrocher sérieusement. Et ça veut dire que c'est pas le cours la priorité, et la priorité devient le rapport au savoir. Et comme ça, je tends la perche la perche, Pierre. On est bien dans un rapport au savoir et à la culture scolaire qui se joue et c'est pas celle du cours. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi. C'est pour ça que je distinguais en introduction l'approche de l'enseignant qui met en place un dispositif pédagogique suscitant la motivation des élèves, de cette approche spécialisée. Et là, l'exemple que donnait maintenant Cyril va dans ce sens-là, c'est-à-dire que pour ce jeune-là, en fonction de la connaissance que j'ai de ses ressources, de ses difficultés, de ses besoins, quel projet? Et peut-être le projet, c'est effectivement retour en stage. Mais le projet, ça peut être aussi comment je rétablis un rapport au savoir positif. Mais peut-être que c'est pas ça du tout non plus. Peut-être que cet élève-là, il a besoin pendant certains temps d'être de nouveau très cadré, avec des horaires très cadrés, avec un contrôle systématique de son travail, avec un travail systématique autour de la gestion de son organisation personnelle, de ses horaires. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on a dit des différentes composantes de la motivation peuvent concerner cet élève-là. Mais tant que je ne fais pas une analyse globale de la situation de cet élève, je ne vais pas trouver de solution. La solution, elle émerge de l'analyse de la situation singulière de cet élève-là. Moi, j'aime bien parler en enseignement spécialisé de pédagogie de la feuille blanche. Et c'est la première chose que je dis à mes étudiants quand ils commencent la formation d'enseignant spécialisé. Je dis, la différence qu'il y a entre l'enseignant de classe régulière et l'enseignant spécialisé, c'est que l'enseignant de classe régulière, il a un contrat de travail qui est dans le plan d'études et dans les moyens d'enseignement, et l'enseignant spécialisé, il n'a plus rien de tout ça. Il a une feuille blanche, il a un élève qui est en décrochage scolaire, et il va devoir construire de manière inférente, on pourrait dire, le projet avec cet élève à partir des besoins, des ressources, des difficultés de cet élève spécifique-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution a priori par rapport à un élève qui est en décrochage. Il y a la nécessité de prendre du temps pour une analyse globale. Et ça, le titulaire de classe, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas les outils. Moi, je parle beaucoup avec mes élèves en difficulté. Je parle beaucoup avec mes élèves en difficulté parce que si je ne les connais pas, je ne vais pas pouvoir leur proposer
des pistes pertinentes. Donc, je parle beaucoup avec l'élève, je parle beaucoup avec les parents, je parle beaucoup avec l'enseignant, je vais observer l'élève, et ça me prend plusieurs semaines, hein, jusqu'au moment où je me dis, tiens, il me semble que je peux émettre maintenant une hypothèse explicative sur le décrochage de cet élève-là. Et de nouveau, il n'y a pas de solution a priori. Il y a une solution qui se dessine à partir d'une feuille blanche et puis de la récolte d'informations autour de la problématique spécifique. C'est clairement ça. Il y a une question dans le chat à propos du retour. Oui, le retour, on ne le faisait pas revenir dans toutes les classes, dans tous les cours, forcément. Notamment pas avec le prof qui n'était pas capable de gérer. Mais pour le même esprit, et ça marchait. Et un truc qui m'a toujours bluffé, je l'ai essayé au collège, je l'ai essayé au lycée pro, je l'essaye encore, quand j'ai un élève qui part comme ça, qui est en difficulté, même avec les phobiques, ça marche, et ça me sidère à chaque fois, je demande aux parents à ce que le jeune appelle mon secrétariat pour prendre lui-même rendez-vous avec moi. La secrétaire tient mon planning. Mais j'ai pas loin de 100% de réussite. Et à chaque fois, je suis bluffé de voir ce gamin qui mettait le bazar en classe et qui est parti en entreprise venir me rendre son rapport de stage, ce phobique qui n'arrive pas à être dans l'établissement ou parce que ça ne représente plus rien pour lui, prendre rendez-vous. Et si le parent l'accompagne, le parent il reste dehors, il y a un temps avec le parent s'il le souhaite. Et je suis sidéré à quel point, quand on s'occupe d'eux individuellement, quand on essaye de les reconstruire, de leur déjà donner de l'existence tout court, de la confiance en soi, ils arrivent à faire ce genre de choses. Et alors ça, je l'applique régulièrement, mais le taux de réussite est bluffant. Donc, dès qu'on s'occupe d'eux, on arrive à basculer. Et ça nécessite aussi une connaissance du chef d'établissement absolument parfaite de l'environnement d'orientation. Et je prends cette liberté. Le PAI contractualisé, oui, je fais signer l'emploi du temps à la famille, si on l'aménage, eux et moi, et je m'en satisfais. Il a moins de 16 ans, ok, il a moins de 16 ans. D'accord. Il y a quelque chose de fort que tu viens d'exprimer et qui était en creux et implicite d'ailleurs peut-être depuis le début de nos échanges. C'est le regard que nous, adultes, chefs d'établissement, enseignants, CPE, portons sur l'élève, l'individu, l'être humain. C'est ça que tu viens d'évoquer aussi. Hein. Ouais, c'est ça. La première chose que je fais quand j'accueille un élève en difficulté dans ma salle d'appui, c'est que je lui dis, mais tu viens faire quoi là? Il me dit, c'est l'enseignant qui m'a dit de venir. Non, je dis, mais toi, qu'est-ce que tu penses que tu viens faire là? Et qu'est-ce que tu penses que moi, je peux éventuellement t'apporter? D'abord, est-ce que tu sais qui je suis? Quelle est ma fonction dans l'école? Ce que tu peux attendre de moi? Et je leur dis tout de suite qu'en fait, l'école est obligatoire, mais pas l'appui. C'est-à-dire qu'ils viennent chez moi seulement s'ils estiment qu'ils ont peut-être besoin d'aide. Et ça permet de casser l'image de l'enseignant qui sait, parce que c'est quand même ça, avec quoi vient l'élève dans ma salle d'appui, de l'enseignant qui se met au niveau de l'élève et qui dit, mais on a une relation maintenant en appui de sujet à sujet. Et tu disais, Cyril, tout à l'heure, de ta fille qui pouvait s'auto-évaluer en maternelle, mais on compte pas assez sur les compétences de nos élèves, et quel que soit leur âge. Et quand on les écoute vraiment, et qu'on a une approche bienveillante avec eux, ils nous disent des choses sur le vécu scolaire. Et à partir de là, on peut construire quelque chose. Mais il faut qu'ils se sentent en sécurité, il faut qu'on ait posé le cadre, qui est souvent implicite. Donc nous, il faut qu'on l'explicite, ce cadre. Et je pense là aussi pour les directions d'école, hein, quand le directeur d'école accueille un élève dans son bureau, comment il l'accueille? Est-ce qu'il l'accueille en lui disant, mais écoute, de nouveau, c'est de nouveau toi? Ou est-ce que, écoute, on va réfléchir ensemble. On a un problème ensemble. Et on va réfléchir ensemble. Et on va essayer de chercher des solutions ensemble. Pour que l'élève se sente tout de suite reconnu comme un sujet. L'élève n'est pas l'objet d'une demande. Il doit devenir sujet d'un projet qu'on va co-construire avec lui. C'est quand même fondamentalement différent de la relation qu'il a quelquefois avec certains enseignants. Est-ce que tu veux compléter sur le sujet, Cyril, ou pas? Non. Je suis tellement d'accord avec ce que Pierre vient de dire que non, je n'ai pas à compléter. Mais en fait, ouais, on va peut-être terminer là-dessus parce que c'est tellement beau. Finalement, c'est le regard des adultes. Hein, c'est à travers notre regard et le nôtre, c'est vraiment celui des adultes que le jeune se construit, se reconnaît et peut avancer. Vas-y, Cyril. Cette accroche, dès qu'il y a un gamin qui me dit qu'il aime dessiner, qu'il aime chanter, etc., systématiquement, et je suis proviseur, mon bureau est toujours, ma porte est toujours ouverte. Quand c'est fermé, c'est rare.
ils savent qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Donc, ils viennent directement, ils m'apportent leur dessin. Ça ne me plaît pas toujours. J'essaie de toujours avoir l'air intéressé. Leur musique, pareil. On a un élève, là, on ne sait pas quoi en faire. Il va passer le bac, il a 4-5 de moyenne, c'est une catastrophe. On faisait le forum des métiers. On a un chien errant qui est rentré dans le lycée. Et moi, ça courait de partout, ça hurlait. Et ben, c'est ce garçon-là qui est parti, qui a récupéré le chien, qui l'a emmené chez le vétérinaire. Et ben, on s'est revus et on va trouver une formation de vendeur en animalerie. Mais c'est tout con. Mais c'est sur ce type de compétences d'élèves, d'intérêt, qu'on arrive à trouver, à les revaloriser et à trouver une solution. Et il y en a qui sont sidérés, c'est désespérant, c'est qu'on n'est pas assez bon là-dessus, de voir l'intérêt qu'un proviseur, qu'un professeur, qu'une secrétaire puisse porter sur ce qu'ils sont capables de faire. Et voilà, c'était pour compléter. Ouais, et je termine. Ça fait une belle conclusion. Je vais, moi, faire deux choses. D'abord, vous remercier et remercier les collègues qui étaient présents avec nous derrière leur écran. Vous redire que donc, si en tant que chef d'établissement, vous souhaitez mettre à disposition les outils d'enjeu-raccrochage et en particulier les grilles d'observables qui aident quand même dans l'aspect prévention, hein, pour des élèves qui n'ont pas encore décroché et qui peut-être se désengagent. C'est une grille d'observables qui est vraiment très opérationnelle et qui ensuite oriente la réflexion pédagogique et le passage à l'action pédagogique au sein du groupe classe. Vous dire également qu'on a à notre disposition un guide méthodologique, donc à disposition des chefs d'établissement et des directeurs d'école, un guide méthodologique pour faire émerger, animer, impulser des dynamiques collaboratives entre enseignants dans l'établissement sur le sujet d'enjeu-raccrochage. En fait, on avait le projet de commencer à mettre à votre disposition durant ce mois de janvier, mais ce mois de janvier étant un tout petit peu particulier dans vos établissements, on a fait le choix de le retenir, de le mettre en stand-by, parce que le contexte n'est pas favorable actuellement dans les établissements pour travailler sur des dynamiques collaboratives, quel que soit le sujet. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. On diffusera tout ça probablement aux alentours des vacances d'hiver. Et puis voilà, un grand merci Pierre, c'était super intéressant. Merci Cyril, à trois. Enfin, en tout cas, ouais, avec vous, j'ai passé un excellent moment. J'espère que nos collègues ont pu suivre les échanges et n'ont pas été trop dérangés par les problèmes de connexion. Et puis Cyril, bon courage pour les jours à venir. Et Pierre, écoute, au plaisir d'avoir de nouveaux échanges avec toi. Merci. Je fais la cantine. Au Allez, revoir, bonne bonne soirée à tous. Au revoir Pierre. Au revoir.